Extrême droite, la fin d'un tabou allemand, un film signé Gad Charby qui pointe des tournants, des ruptures dans l'histoire récente de l'Allemagne. L'année 2015 en est une et pourrait être à l'origine, sinon d'un retour, au moins d'une résurgence assez forte des idées d'extrême droite dans le pays ces 10 dernières années. En tout cas, on va en parler avec nos invités sur ce plateau. Joachim Bitterlich, bienvenue à vous. Vous êtes ancien diplomate et vous avez été notamment le conseiller aux affaires européennes du chancelier allemand Helmut Kohl. Bienvenue à vous. Jean-Yves Camus est également avec nous, bienvenue. Vous êtes politologue, vous étudiez l'extrême droite européenne depuis près de 40 ans. Vous êtes le co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès et vous êtes le co-auteur de ce livre, Les droites extrêmes en Europe. Jean-Louis Bourlange est également avec nous, bienvenue. Vous êtes député MoDem, réélu dans les Hauts-de-Seine et ancien député européen. Enfin, Jean-Sébastien Ferjou, bienvenue à vous également. Vous êtes fondateur et directeur d'Atlantico. Je voudrais dans un premier temps votre avis sur les thèses défendues par le film, car il y en a un certain nombre, et notamment une très forte, selon laquelle la montée de l'AfD en 2017 serait très directement liée à la politique d'accueil d'Angela Merkel en 2015 et à cette fameuse nuit de la Saint-Sylvestre. Joachim Bitterlich, je voudrais votre avis. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est un raccourci un peu facile ou une réalité? C'est un petit peu un raccourci à la française, oui. Le phénomène est plus profond quelque part et en même temps temporaire. Parce que l'AfD, ce n'est pas un phénomène nouveau en Allemagne. On a eu dans les années 60 des partis d'extrême droite, 3 différents, qui ont disparu entre-temps. Or, l'AfD s'est constituée à partir de 2012 avec un objectif à l'époque, ce que j'appelle l'euro-critique, ou l'anti-euro, voire le proteste contre les actions de sauvetage de différents pays au sein de l'euro. Parce qu'il y avait une forte mobilisation dès le départ en Allemagne contre l'euro. Permettez-moi de revenir sur ce mot raccourci que vous prenez aussi à votre compte. Tout de même, 2015, arrivée massive de centaines de milliers de migrants. 2017, une arrivée fracassante de l'AfD au Bundestag. Vous dites raccourci, c'est vrai que oui, parce ça que peut frapper. Vous devez déjà voir 2014, élection parlementaire européenne. L'AfD a fait 7,4% à l'époque, si je ne me trompe pas. Et donc une entrée dans la vie que j'appelle parlementaire, dans les bases parlementaires. Un parti anti, oui, certes. Ce qui a propulsé finalement le parti, c'était la crise des réfugiés en 2015. Une situation, on le reproche aujourd'hui de manière assez facile à Angela Merkel, mais imaginez une seconde, l'Allemagne ferme en 2015 ses frontières, les barricades, si vous voulez, comme les Allemands ont fait au début du Covid. Mes amis luxembourgeois ont fait allusion à 1940, à ce moment-là, choqués. Et imaginez une seconde, Merkel ferme la frontière, et imaginez les titres du Monde et d'autres journaux français ou étrangers le lendemain. Ça aurait été le nazisme est de nouveau là, l'Allemagne se referme, etc. Du coup, elle n'avait pas le choix, mais en politique, il faut toujours avoir une chose en tête. Merkel, à ce moment-là, a perdu le contrôle. Et c'est la punition la plus grave pour un homme politique ou une femme politique. Et la seule chose que je lui reproche à cet égard, elle aurait dû commencer, à partir de ce moment, de regagner le contrôle. Or, elle est restée relativement passive pendant toute la période, jusqu'en 2016, jusqu'aux événements, si vous voulez, de Cologne et Hambourg et dans d'autres villes. Jean-Sébastien Ferjou, on l'a tous vu, ce film, on l'a tous vu ensemble. C'est vrai que ce film est marquant et apporte cette thèse très forte selon laquelle, en gros, arrivée des migrants, montée quasi immédiate de l'AfD, entrée au Parlement allemand. Est-ce que c'est un lien qui est un peu facile ou est-ce que vous aussi, et vu de France, c'est un peu comme ça qu'on peut l'interpréter ? Je crois que ça a été très bien exposé. C'est une forme de raccourci. Après, il y a des moments de révélateurs, il y a des moments où l'histoire bascule, mais les racines sont ailleurs. L'AfD était un parti, effectivement, qui s'est construit d'abord contre l'euro. Après, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on peut discourir sur l'extrême droite et sur ses moteurs propres. Ça existe dans différentes sociétés européennes. A fortiori, ça a existé en Allemagne. Mais je crois que l'extrême droite, elle vient aussi des défauts de la démocratie. C'est-à-dire quand la démocratie dysfonctionne et quand la démocratie elle-même se tire des balles dans le pied, alors là, elle s'affaiblit. Et alors là, c'est la porte ouverte à des mouvements populistes, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche. Surtout valable à l'Est de l'Allemagne.
Exactement. On en parlera tout à l'heure, et bien c'est sûr. pour ça que, effectivement, la manière dont a été gérée l'arrivée des migrants, moi, je suis un peu moins d'accord, pour le coup, sur le point que vous disiez, Madame Merkel n'avait pas d'autre choix. Elle avait peut-être à minima le choix de le faire différemment, en consultant ses partenaires européens. Quand on est dans une zone comme l'espace Schengen, dans laquelle il n'y a plus de frontières, à minima, vous consultez vos partenaires européens. Elle ait pris cette décision toute seule. Elle aurait pu aussi être dans moins d'hypocrisie. S'il y a des gens qui sont en train de mourir, vous ne leur dites pas, bon, si vous ne mourrez pas en mer Égée, si vous ne vous faites pas battre par différents gardes-frontières sur le chemin, si vous n'êtes pas l'objet d'exploitation de mafia, alors là, nous vous accueillons. Peut-être dans ce cas-là, on dit, on fait un pont humanitaire. Enfin, vous voyez, il y avait quand même pas mal d'hypocrisie, et surtout l'hypocrisie dans la manière ont été traités les événements de Cologne. La maire de Cologne, notamment, a totalement contesté la réalité de ce qui s'était passé ou a voulu le balayer. Vous parlez de la nuit à Saint-Sylvestre, avec ses agressions sexuelles, plus de 1200 plaintes qui se sont reproduites ailleurs en Europe, d'ailleurs, et qui sont plus organisées. C'est ce que met en évidence le film. Ça s'est reproduit en Italie aussi. C'est plus organisé qu'il n'y paraît. C'est aussi une volonté de déstabiliser les sociétés européennes. C'est pour ça que quand je vous disais, quand la démocratie sait mal répondre à ça, parce qu'il y a des sujets qui la mettent mal à l'aise, qu'elle ne veut pas les traiter, qu'elle les ignore, et que finalement elle dit, il y a l'extrême droite, c'est nauséabond, et puis le débat s'arrête là. Là, la démocratie s'affaiblit. Jean-Louis Bourlange, est-ce qu'on sait, avec le recul d'abord, est-ce qu'on en sait plus sur cette nuit-là? Est-ce qu'on sait plus, est-ce qu'on sait aujourd'hui qui a vraiment agi cette nuit-là? Et est-ce que c'était organisé, comme le dit Jean-Sébastien Ferjou? Et après coup, est-ce qu'Angela Merkel a agi un petit... Oui, effectivement. Et qu'est-ce que vous dites, vous, au fait qu'Angela Merkel ait agi un petit peu seule? Pour répondre à votre question, la première question, est-ce que c'est le moment décisif? Oui, il y a eu un basculement qui s'est fait à cette occasion. Cela dit, il faut bien voir que l'Allemagne a été amenée à encaisser positivement et négativement tout un ensemble de changements qui ont effectivement alimenté, avec une intensité différente et selon des modalités différentes, un courant d'extrême droite. D'abord la réunification, qui a été quand même l'intégration dans le système de toute une population qui n'avait pas du tout bénéficié de l'acculturation démocratique et pluraliste de l'Allemagne de l'Ouest. Et si vous permettez, on y reviendra dans un deuxième temps. C'est quand même ça. Ensuite, l'euro, c'est quand même pour un pays qui s'était largement reconstruit en associant son nouvelle identité nationale à l'affirmation de sa monnaie, c'était quelque chose de très lourd, et c'est là-dessus que s'est bâti initialement l'AfD. Ensuite, effectivement, le traumatisme de l'immigration, qui tient aussi au fait que l'immigration est devenue, dans toute l'Europe, beaucoup plus massive à ce moment-là. Et je crois que ce que sans doute Mme Merkel a, ce qui explique la témérité relative de la position d'Angela Merkel, c'est le fait qu'elle a cru qu'il n'y avait pas de problème. Elle a vu que on peut vraiment penser ça, on peut vraiment penser que cette femme politique d'une expérience folle ait pu se dire qu'il n'y aurait pas de problème. Elle a eu l'image de Munich. Elle a eu le sentiment que économiquement, le patronat avait besoin de cette main-d'œuvre. Parce que c'était le même chiffre, 800 000, ça faisait des années que le patronat allemand disait nous avons besoin de 800 000. Sur le plan des droits humains, c'était formidable. Donc elle a eu le sentiment de concilier l'efficacité économique et le respect des droits. Sans se poser la question. Elle s'est lancée de façon un peu hardie et effectivement solitaire. Non seulement elle a été très, très unilatérale à ce moment-là, mais après, quand elle a pris l'initiative elle-même, elle a pris l'initiative vraiment elle-même de conclure un pacte avec la Turquie pour stabiliser, qui était un pacte intelligent d'ailleurs, même s'il a été contesté, de stabiliser les populations immigrées en provenance de Syrie au niveau de la Turquie. Donc, et puis le dernier phénomène qui est après, et qui explique peut-être le reflux, ça a été la Russie. C'est-à-dire la modification récemment à travers la guerre d'Ukraine, qui alors là prend l'extrême droite complètement à revers dans son philo-russisme implicite. Et on en parlera évidemment, Jean-Yves Camus. On a une autre thèse dans ce film qui est de dire 20 milliards d'euros ont été injectés pour intégrer ces centaines de milliers de migrants. Et dans le film, on parle d'un succès indiscutable. Est-ce qu'on sait aujourd'hui où en est l'Allemagne après avoir accueilli ces centaines de milliers de réfugiés? Ont-ils été intégrés parfaitement à la société allemande? Effectivement, il y a même cet exemple de village pour migrants, pas plus de 300 habitants, réseau Wi-Fi, obligation d'apprendre la langue. Est-ce qu'elle a réussi son pari, Angela Merkel? Mais on n'intègre pas une telle masse de population de manière durable en 5 ans, ni même en 6. L'intégration se fait sur la durée, non seulement sur la durée de la vie d'un homme et d'une femme, mais sur plusieurs générations. Donc parlons
d'une intégration qui est en cours. Rappelons aussi quand même que les interrogations allemandes sur le multiculti ne datent pas de 2015 et qu'avant 2015, il y avait déjà une population turque qui était installée depuis assez longtemps, mais qui avait un statut assez particulier. C'était des travailleurs invités. C'est-à-dire que l'idée dominait, la même idée fausse que nous avons trimballée en France pendant plusieurs décennies, qu'arrivés à l'âge de la retraite, ces gens, naturellement, j'insiste sur le naturellement, repartiraient, guillemets, chez eux. Bien naturellement, ça ne se passe jamais comme ça, nulle part, à aucune époque. C'est un statut officiel, ça? Sauf, Le statut de travailleur invité, oui, c'est un terme officiel. sauf l'Allemagne a eu mauvaise conscience après quelques années et a fait le regroupement familial. Tout à fait. Tout d'un coup, l'Allemagne, au lieu de 800 000 ouvriers turcs, avait 2 millions, sinon plus, de Turcs, avec tout le problème de l'intégration des familles. De l'intégration des familles, et puis aussi, des fois, disons-le clairement, de la double loyauté encouragée par l'État turc. Lorsque le président Erdogan se déplace, aussi bien en Allemagne qu'en France, et que nous le laissons haranguer les foules sur notre territoire, que dit-il à ses concitoyens? Il leur dit: vous êtes avant tout des Turcs et les ambassadeurs de la Turquie et de ses valeurs. Du coup, pendant 30 ans, nous avions refusé aux Turcs la possibilité d'organiser des élections aussi sur le sol allemand. Parce que nous avions peur d'incidents, surtout avec ce que j'appelle un tiers de cette population turque est kurde. Et nous avions énormément peur d'incidents, de devoir protéger par les militaires, les consulats turcs en Allemagne, etc. On a pris abstention. Hein. Sur l'intégration, parce que la question est véritablement intéressante, je suis absolument d'accord avec ce que disait M. Camus. Bien sûr que ça se mesure au fil des générations. Regardez, c'est pas à la deuxième génération d'Algériens installés en France, on avait l'impression que l'intégration était réussie. À la troisième ou à la quatrième, on se rend compte que non. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'à la cinquième ou à la sixième, ce sera pire. Donc c'est beaucoup trop tôt pour le dire, comme le dit ce film. C'est beaucoup trop tôt. Mais il y a un livre qui est très intéressant d'un journaliste américain d'origine israélienne qui s'appelle Tuvia Tenenbaum et qui a fait un livre, qui a fait une enquête en Allemagne qui s'appelle Hello Refugees. Ça n'a pas été traduit en français, mais sa méthode, c'est en général de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc là, en l'occurrence, il s'est fait passer pour un Jordanien. Et donc, il est allé dans ces camps de migrants, il est allé voir les programmes d'intégration, etc. Et qu'a-t-il vu? Il a vu qu'il y avait un discours officiel et puis il a vu que la réalité était très différente. Alors, pas une réalité qui aurait été atroce, hein, il ne décrit pas une réalité d'une Allemagne. En revanche, il décrit, par exemple, une scène où le programme de Mercedes-Benz d'intégration des migrants lui envoie une limousine à son hôtel pour aller le chercher, pour lui montrer, puis il arrive et qu'est-ce qu'il voit? Il voit 2 personnes, 2 migrants qui sont effectivement dans la filière d'intégration. Il y a eu beaucoup d'hypocrisie de la part de l'Allemagne aussi, qui a eu tendance à intégrer assez vite les gens qui étaient diplômés, qui avaient des diplômes de médecine, les ingénieurs, etc. Et puis à pousser un peu les autres à aller chercher, à s'installer dans d'autres pays de l'Union européenne. Et surtout, il décrit un mécanisme intellectuel qui est très intéressant. Parce que dans les conversations qu'il a, aussi bien avec les migrants qu'avec les Allemands, ce qui revient toujours, c'est « regardez, nous sommes un peuple accueillant ». Et en réalité, ce qu'il décrit comme mécanisme, c'est ce qui intéressait les Allemands dans son analyse à lui. C'était l'image, c'était ce qu'il C'était de dire, regardez, nous ne sommes même pas comme les Israéliens, regardez comment les Israéliens, eux, traitent les Palestiniens. Nous les accueillons. En revanche, une fois qu'ils sont là, ça ne nous intéresse pas tellement. Alors encore une fois, il ne dit pas qu'ils sont atrocement maltraités. Il dit, mais finalement, dans les camps de réfugiés, l'eau qui coule des robinets, elle est marron, les abus sexuels, parce qu'on a laissé des mineurs avec des adultes, on fait semblant de ne pas le voir, parce que surtout, ça serait gênant et qu'on aurait peur d'être accusé de racisme, etc. Et donc, il décrit quelque chose qui est beaucoup plus, mais c'est la nature humaine, hein, vous savez, c'est pas spécifique, je pense, à l'Allemagne, mais il décrit quelque chose qui relève un peu de la volonté de faire étalage de vertu autant que de vertu stricto sensu. Jean-Yves Camus, je vous vois, je vous donne la parole dans un instant. Il faut qu'on aille au bout du raisonnement. Pourquoi cet étalage de vertu? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, la chancelière Merkel dit il faut que l'on se montre un pays accueillant? Parce qu'il y a le traumatisme de l'histoire. Parce que naturellement, vous devez à un moment donné montrer que le pays qui, aux yeux de la communauté internationale, s'est rendu coupable du plus grand génocide du XXe siècle, est devenu un pays normal et qu'il a rompu avec ses démons. C'est une vraie question, ça, Joachim Bitterlich. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu cette autoflagellation, cette culpabilité de l'Allemagne pendant des décennies par rapport à la haine de l'étranger? Elle existe quelque part aujourd'hui. Regardez, d'un côté, les images au départ, lorsque les premiers réfugiés sont arrivés à Munich, c'était des scènes, je veux dire, de liesse, de joie, accueil pour tout le monde. Vous avez raison, quelque part hypocrite, parce que de l'autre côté, il y a déjà, je dirais, dans le fin fond de l'Allemagne,
les gens se sont demandé, est-ce qu'on est capable de? Pourquoi on le fait? Pourquoi nous? Or, pour moi, je dirais la faute, entre guillemets, politique, a été Merkel aurait dû, pas pour moi, consulter les Français ou d'autres, mais surtout les pays des Balkans, avant d'aller voir la Turquie. Pour moi, j'aurais réuni... Sur le pacte dont vous parliez, le chancelier Kohl, à l'époque vivant, m'a demandé qu'est-ce qu'on aurait fait, nous. Je dirais, inviter le lendemain pour un week-end tous les leaders des Balkans pour regagner ensemble le contrôle de ce mouvement, sous des conditions humaines. C'était ça l'objectif. Et ensuite, évidemment, informer les amis de l'espace Schengen pour contrôler le mouvement plus loin. Je voudrais qu'on s'intéresse, si vous voulez bien, à ce parti qu'est l'AfD. On va voir plusieurs extraits tout au long de ce débat. Et je vais vous donner la parole dans un instant, Jean-Louis Bourlange. Il existe l'AfD, qui existe depuis moins de 10 ans. Il est considéré par beaucoup, et peut-être à tort d'ailleurs, comme d'extrême droite, sans pour autant être interdit. Il a tout de même été mis sous surveillance par les services de renseignement. Et qui, pour l'incarner? Eh bien, des députés, comme cette femme, Alice Weidel, présidente du groupe AfD au Bundestag. Elle marque les esprits quand on regarde le film. Regardons ensemble. L'Allemagne est depuis longtemps un pays d'immigration sans frontières pour des gens non qualifiés. Et c'est un pays d'émigration pour les personnes hautement qualifiées. Que faites-vous contre cela? Qui payera les retraites à l'avenir? Ce sera vous, monsieur le député de gauche? Ou ces immigrés qui valent de l'or? Vous n'y pensez pas sérieusement? Jean-Louis Bourlange, elle est très marquante dans ce film, cette femme. Elle est impressionnante, oui. Elle est assez impressionnante, oui, j'imagine que vous le savez aussi. La sociologie des gens du parti, de l'AfD, ce sont des universitaires, des intellectuels, des gens charismatiques comme cette femme? Je crois qu'il y a quand même un mix. On était au départ sur des économistes attachés au Deutsche Mark. C'était donc toute une école économique assez claire, assez identifiée, avec d'ailleurs un argumentaire qui n'était pas absurde de type Milton Friedmanien. Enfin bon. Ensuite, on est vraiment passé à quelque chose d'autre. Et là, elle incarne. Elle a véritablement son discours est très violent. Non seulement elle est ferme, alors elle a ce côté très net, très lisse, très élégant. Et elle a un discours carrément injurieux à l'égard des immigrés. Et on a quand même derrière tout ça une violence verbale. Elle traite de bons à rien. Oui, mais c'est intéressant parce que le parti AfD n'est pas interdit pour autant en Allemagne. Et pourtant, il y a cette loi fondamentale qui pourrait l'interdire. Moi, ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas. Joachim pourra nous éclairer. Et Jean-Yves Camus aussi. Sur le système allemand, moi, j'ai énormément de difficultés à comprendre comment un parti qui n'est pas interdit, je comprends qu'on l'interdit, ça. C'est un autre problème. Si on estime qu'il véhicule des incitations à la haine raciale, par exemple, mais comment un pays qui n'est pas interdit, un parti qui n'est pas interdit, doit faire l'objet d'une surveillance policière particulière. Il y a un paradoxe. C'est quelque chose pour un Français, c'est quelque chose d'assez difficile. Jean-Yves Camus, pour un Français. On est dans un cran en matière de liberté pour un publique. Français. Jean-Yves Camus. Pour un Français, c'est effectivement difficile à comprendre. Mais pour moi, qui, depuis de nombreuses années, explique que nous devrions prendre de la graine du système de classification juridique allemand, parce que nous n'avons pas de définition juridique de ce qu'est l'extrême droite. Les Allemands ont une définition juridique et ils font la différence entre les partis qui sont radicaux et les partis qui sont extrêmes. Certains, j'allais dire, critiquent la loi fondamentale, mais restent dans le giron démocratique. D'accord. D'autres demandent à en sortir, autrement dit à l'abattre, cette loi fondamentale. Ceux qui souhaitent abattre la loi fondamentale sont automatiquement interdits. Ceux qui poussent la critique jusqu'à la limite de l'acceptable sont éventuellement mis sous surveillance, comme l'AfD, autorisés. Comme l'AfD. Voilà. L'AfD, dont un courant en particulier qui a poussé le bouchon un petit peu trop loin, a lui été interdit. Oui. Mais il y a un curseur juridique, si vous voulez, que nous n'avons pas en France. À partir qui n'est pas clair pour nous, je vous le dis. Mais qui est parfaitement clair quand on lit le rapport de Verfassungsschutz. Mais ça va plus loin. Pour vous, c'est de l'extrême droite, l'AfD, Joachim Bitterlich? Oui, on a le droit. Attendez. Pour moi, on fait l'avocat du diable. On a le droit de vouloir changer la loi fondamentale, mais on n'a pas le droit, petit 1, de vouloir l'abolir, et on n'a pas le droit, petit 2, d'essayer de changer la loi fondamentale par un certain nombre de moyens qui ne sont pas les moyens parlementaires. C'est la raison pour laquelle... on interdit dans ces cas-là. Je vous donne un exemple, je vais plus loin.
il y a quelques semaines, la Cour de Karlsruhe, la Cour constitutionnelle allemande, a donné raison à l'AfD. Je ne suis pas d'accord avec cet arrêt, parce qu'il méconnaît, pour moi, le caractère de la démocratie allemande. La Cour de Karlsruhe défend la thèse, la chancelière aurait dû rester neutre en tant que chef du gouvernement lorsqu'elle est intervenue dans le débat à Thüringen. Madame Merkel, elle était en visite en Afrique du Sud, elle a attaqué cette idée d'avoir un vote en faveur du ministre-président de Thüringen avec le soutien de l'AfD. Elle dit c'est impardonnable. Moi, je soutiens entièrement ce qu'elle a dit. Elle avait raison, mais Karlsruhe l'a condamné. Pour moi, incompréhensible. Mais c'est presque absurde quelque part que le chef du gouvernement allemand doit rester neutre face aux partis politiques qui ne sont pas défendus. Pour moi, c'est absurde quelque part. Mais Jean-Sébastien Ferjou ? Il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'on peut discourir sur la nature de l'AfD et incontestablement, il y a des déclarations, le film en rapporte certaines, qui sont mais totalement insoutenables dans un champ démocratique. Enfin, dire on va gazer les migrants, ou détruire la maison de réfugiés, ça n'est pas une agression, c'est juste défendre l'Allemagne. Évidemment que c'est complètement et pourtant, le parti passe entre les mailles du filet constitutionnel. Dans un champ démocratique, donc il n'y a aucune discussion là-dessus. Après, ce qui me frappe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on peut se préoccuper de ce qu'est l'extrême droite. Si on ne se préoccupe pas de ce qui sont les motivations qui portent les gens qui ne sont pas eux-mêmes profondément d'extrême droite vers ces partis-là, on n'arrive à rien. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a deux sujets. Pour la jeune femme que vous montrez, elle vit elle-même avec une immigrée. Elle est lesbienne et elle vit avec une jeune femme sri-lankaise. Donc on peut imaginer qu'elle n'est pas dans un racisme fondamental. Derrière, il y a quoi ? Il y a la question de l'islam, ou de l'islamisme, si on veut. Si la démocratie laisse ce débat-là comme un impensé, en disant quels sont les enjeux que ça pose et comment on peut arriver à l'intégrer dans un système démocratique, parce que pour le coup, l'islamisme n'est pas... Je ne parle pas des musulmans en tant que personne, je suis extrêmement clair sur le sujet, mais l'islamisme comme théorie ou même comme théologie, ça n'est pas fondamentalement compatible avec les démocraties occidentales. Et puis il y a un deuxième point. On l'a dit, l'AfD, c'était un parti qui a des racines économiques. Il se trouve que le modèle économique allemand, il est construit sur le faible pouvoir accordé aux salariés. C'est-à-dire que les excédents commerciaux allemands, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a le fait que la part de la valeur ajoutée qui va aux travailleurs est très faible, contrairement par exemple à ce qui se fait en Italie ou en France, et ça explique aussi les déséquilibres au niveau européen. Et de ce point de vue-là, on peut comprendre, pas encore une fois que ça mène au racisme ni à l'anti-immigration, mais vous voyez bien que des travailleurs étrangers, ils sont aussi utilisés parfois pour exercer une pression à la baisse sur le niveau des salaires. Et ça, on ne peut pas l'ignorer. On va s'intéresser à l'électorat de l'AfD dans un instant. Ces impensés-là, si on ne les traite pas, on pourra interdire l'AfD, pas interdire l'AfD, ça ne changera rien à la colère ou au ressentiment que ressentent un certain nombre d'électeurs. Jean-Yves Camus ? Il faudrait revenir un petit peu sur l'histoire. On va y venir. Parce que l'AfD a plusieurs électorats, et notamment un électorat dans les Länder de l'Est. Or, il faut quand même faire deux rappels historiques. Le premier a trait à la période de la République démocratique allemande. Démocratique pouvant être assortie de guillemets. Ce qui a caractérisé cette RDA, c'est qu'elle a inscrit dans sa constitution le fait qu'elle avait éradiqué l'impérialisme, le racisme, l'antisémitisme, etc., etc. Et on trouve encore chez les bouquinistes qui sont en face de l'université de Berlin des kilos et des kilos de livres communistes consacrés au sujet. Mais quand on regarde bien, y compris où sont morts un certain nombre de nazis très engagés, on voit qu'ils ont vécu des jours tout à fait paisibles dans la République démocratique allemande, qui, à certains égards, leur apparaissait, notamment pour ceux qui avaient été membres de l'aile nationale bolchevique du parti, un régime pas si mauvais que ça. Il conciliait une sorte de socialisme spartiate avec finalement le culte de la force. Socialisme national. Un socialisme national, voilà, un bon vieux nationalisme allemand. Deuxième chose, en Allemagne de l'Est, dans les Länder de l'Est, les actions dont on vient de parler, inciter à brûler des foyers de requérants d'asile, c'est pas quelque chose qui commence en 2015. C'est quelque chose qui commence quand la République démocratique allemande et que du côté de Rostock ou du côté d'Hoyerswerda, il y a des gens spontanément. Et quand je dis des gens, c'est pas 10 personnes, c'est des attroupements de 100, 200 personnes qui jettent des cocktails Molotov et mettent le feu à des foyers qui viennent d'accueillir des requérants d'asile. Ils ont sagement voté pour la SED.
pour le Parti communiste. Voilà. Parce qu'il y a alors, la même dénazification en Allemagne de l'Est. On va enchaîner exactement sur ce que vous venez de dire, Jean-Yves Camus. Qui vote précisément pour l'AfD? Là aussi, la géographie et l'histoire de l'Allemagne tiennent un rôle intéressant dans cette répartition des voix. Le film parle d'un pays à deux vitesses. À l'ouest, l'AfD tourne aux alentours de 10%. Quant à l'est, elle dépasse les 25%. Des éléments d'explication sont donnés dans le film. Vous me dites ce que vous en pensez juste après cet extrait. Le véritable problème, c'est que l'Allemagne n'est pas encore réellement réunifiée. Vous avez en fait deux mondes. Vous avez d'un côté l'Ouest, qui est une société dans laquelle la migration a toujours eu lieu, et vous avez l'Est. Et alors l'Est, c'est un monde très à part, parce que c'est une société de désorientation, de crise économique. La population se sent mal, pour des tas de raisons. D'abord parce que le chômage est important, les jeunes s'en vont. Et c'est très fort, il nous dit la réunification n'a finalement jamais eu lieu. Vous êtes d'accord avec ça, Joachim Bitterlich? Et c'est un élément d'explication? Non. Non, je regrette. La réunification a bien eu lieu, sauf il y a à l'Est, je dirais, un certain mécontentement, une certaine désillusion avec le temps, par l'électorat. SPD, CDU n'ont pas atteint cet électorat, d'ailleurs les Verts non plus. Et il y a une contestation relativement forte. On a été maltraités. Surtout, on a mis de côté les acquis de l'Allemagne de l'Est. Pour les deux exemples classiques à cet égard, les crèches pour tous les enfants, dès le bas âge, et cela pour toute la journée, pendant toute la semaine. C'est-à-dire les femmes, parce que les femmes devaient aller travailler. Et en même temps, l'autre, c'est la répartition de la médecine à la campagne. Bien faite à l'Est, pour moi, et on n'a pas eu le courage, nous, à l'Ouest, d'accepter certains acquis de l'Est. Or, ce sont deux exemples, en plus, c'est-à-dire la fin d'une certaine industrie, en partie artificielle à l'Est, ajoutez ça, le chômage, du coup, un mécontentement grandissant qui n'a pas été, je dirais, accepté, intégré par les anciens partis de l'Ouest. D'où un certain potentiel de protestation contre ceux là-haut qui viennent de l'Ouest surtout. Ils n'ont pas assez intégré l'Est dans leur politique. Et c'est là-dessus que surfe l'AfD. Et c'est là-dessus surfe entièrement l'AfD. C'est clair. Oui, je voudrais rappeler un épisode que j'ai vécu qui m'a énormément impressionné. Je crois, comme le dit Joachim, que la réunification a eu lieu, mais je crois qu'elle a été en même temps accompagnée de traumatismes extrêmement profonds. J'avais fait un voyage en Allemagne avec le service qui s'occupait de la remise en état de l'industrie allemande de l'Est. Ouais. Comment ça s'appelait? La Treuhand. La Treuhand, oui. Alors, et on était, c'était les parlementaires européens, et la responsable du service expliquait que on avait pris telle et telle entreprise et que ça ne valait rien, qu'on les avait donnés pour un Deutschmark symbolique. Et à ce moment-là, j'ai vu dans la cabine d'interprètes les interprètes en larmes, en disant, on nous a dit pendant 25 ans que ce que nous construisions, c'était une économie moderne, que nous étions les meilleurs du bloc socialiste, que nous avions effectivement construit quelque chose, et aujourd'hui, on nous dit que ce que nous avons fait, ça ne valait rien du tout. Et il y a certainement un traumatisme de cet ordre qui a été très répandu et qui explique des ruptures culturelles, psychologiques, sociologiques et politiques. Donc il y a un clivage énorme entre l'Est et l'Ouest. C'était très impressionnant de voir cette douleur personnelle de ces patriotes, en fait, qui avaient le sentiment qu'on les dépossédait de leur identité. Jean-Louis Bourlange est, à mon sens, absolument primordial si on veut comprendre et l'AfD et les populismes de manière générale. C'est-à-dire que l'Allemagne de l'Est, c'est une expérience grandeur nature d'un monde qui a disparu. Tout ce qui a fait, justement, l'Allemagne de l'Est, vous l'évoquiez, sur la santé, sur la manière dont les femmes étaient traitées, tout ça a été balayé par la réunification. Alors, il ne s'agit pas de dire que la réunification était mauvaise en soi, pas souhaitable, ou que les Allemands de l'Est n'y auraient pas gagné. Simplement, c'était un monde disparu. Et la nostalgie... Donc une transition mal faite, peut-être. Une transition mal faite. Mais regardez ce que dit Jean-Louis Bourlange. Quand on vous explique que ce que vous faisiez, ce que vous étiez, ne valait rien, que tout était nul et non avenu, il y a des gens qui peuvent l'entendre parce qu'ils sont dans des dynamiques peut-être plus personnelles. Il y a des gens qui ont besoin du collectif. Mais vous voyez bien que ça, on peut le projeter sur quelque chose de beaucoup plus large. Quand vous avez des gens qui ont peur de l'immigration,
Parce qu'ils ont peur que leur monde disparaisse et que vous leur expliquez non, vous inquiétez pas, vous serez forcément gagnant, tout ira bien, il n'y aura pas de problème, et que la réalité leur montre que non, ça n'est pas nécessairement le cas. Parfois, il faut savoir écouter les angoisses, pas les entretenir, pas les accompagner, pas les accentuer. Les écouter, ne pas traiter les gens comme des incultes ou des espèces de déficients mentaux qui ne seraient pas capables d'apprécier ce qui arrive dans leur propre vie. Et aussi indemniser les perdants. Indemniser les perdants, c'est extrêmement important. Oui, les changements du monde font qu'il y a des gens... On peut être gagnant collectivement, mais à hauteur d'individus, il y a des gagnants, il y a des perdants. Il faut savoir aussi indemniser les perdants. Et à la racine des populismes, il y a cette aveuglement face à ce qu'on dit à des gens dont le monde disparaît. On leur dit mais c'est pas grave, t'inquiète pas, de toute façon ton monde d'avant il valait rien. Un mot, Joachim Métairie. Vous avez raison, vous avez utilisé un mot, une certaine nostalgie. Oui, et surtout la réunification a arrêté un accord tacite entre les deux grands partis. J'ai dit Brandt-Kohl en général parce que je connais ça des deux. Nous n'allons pas tolérer un parti à notre gauche ou à notre droite. Or, la réunification a changé cela à la gauche, par Die Linke, en partie les ex-communistes, et de l'autre côté, il y avait un vide, quelque part. Une NPD, DVU et autres pratiquement terminée, d'où, dans cette niche, est entrée la contestation exprimée par la suite par l'AfD. Une nostalgie qui est un mot, dit nostalgie, la nostalgie de l'Est. Il n'est pas totalement un vide, parce que le NPD a, à certaines élections, dans certains länders de l'Est, réussi à capitaliser, mais le parti était trop extrême. Il était trop radical, il était trop connoté, ce qui était néo-nazi. NPD, ancien parti d'extrême droite. Je voudrais rajouter quelque chose quand même sur la notion de déracinement, sur la notion d'immigration. Quand on parle du rapport des Allemands aux migrations, il faut quand même se souvenir que pour pas mal d'entre eux, des millions et des millions, ils sont eux-mêmes des Vertriebenen, déplacés, des gens qui viennent de territoires qui faisaient partie du Reich et qui, après 1945, ont dû quitter ce qui est aujourd'hui la Pologne, ce qui est aujourd'hui la République tchèque, pour être relocalisés, la plupart en Allemagne, d'autres en Autriche, mais il y a un traumatisme du déracinement. Et une question, est-ce que la dénazification, ce fameux processus de dénazification, s'est fait de la même manière à l'Est et à l'Ouest? Non, on est d'accord qu'à l'Est, il n'y a pas eu de processus de dénazification. Le communisme disait de toute façon nous sommes passés à autre chose, et puis le communisme ne voulait quoi qu'il soit pas assumer son propre totalitarisme. On le voit aussi, c'est la grande différence entre l'Allemagne et l'Italie. Par exemple, les Italiens n'ont pas du tout le même rapport au fascisme, parce qu'ils considèrent que Mussolini a fait certaines choses extrêmes, mais que tout n'est pas à jeter dans le bilan. Même chose en Autriche. L'Autriche n'a pas été dénazifiée. Et vous voyez bien que l'extrême droite, ou même la manière dont les Autrichiens où les partis autrichiens peuvent se comporter vis-à-vis de l'immigration, n'a rien à voir avec la culture démocratique qui était celle de l'Allemagne de l'Ouest. Même à l'Ouest de l'Allemagne, on a mis du temps. Oui, mais parce que ça ne peut pas se faire. J'étais membre d'un collectif d'historiens qui a examiné l'histoire du ministère de l'Agriculture pendant le dernier siècle. Or, nous avons constaté que jusqu'à la fin des années 60, il y avait encore la majorité de directeurs généraux étaient des anciens nazis. Et des magistrats, c'était le cas. Et des magistrats, pareil. On a mis du temps également pour ce que j'appelle dénazifier l'Ouest. Un autre point, et ce sera peut-être le dernier que je voudrais aborder avec vous, depuis quelques années, l'AfD n'est plus aussi forte. Là aussi, c'est très présent dans le documentaire. Plusieurs raisons à cela, on va en parler. D'abord, des crimes de haine qui ont marqué les esprits. Vous en parliez, Jean-Sébastien Ferjou. En 2020, lorsque plusieurs étrangers ont été tués à Hanau par un activiste d'extrême droite. Les propos d'un porte-parole aussi, exclu depuis, mais qui avait parlé d'abattre et de gazer les migrants. Le résultat de tout cela, peut-être, c'est qu'aujourd'hui, l'AfD, c'est plutôt 10% des voix. Alors, est-ce le début de la fin? Pas sûr, écoutez. C'est à la fois un échec et c'est à la fois un succès pour l'AfD. Pourquoi un échec? Parce qu'ils n'ont pas progressé sur le plan électoral. Et pourquoi n'ont-ils pas progressé sur le plan électoral? Parce que la question de l'immigration ne se posait plus, fondamentalement. C'était plus la voie ouverte, comme c'était en 2017. Mais les 10% sont inquiétants parce que ça prouve que l'électorat AfD est devenu stable. Qu'en pensez-vous, Jean-Yves Camus? Est-ce que c'est un recul en trompe-l'œil ou est-ce qu'il y a une stabilité qui veut dire que donc maintenant l'extrême droite n'est plus un tabou en Allemagne? Ça fait un certain temps qu'elle n'est plus totalement un tabou, mais pour des raisons qui ont, à mon avis, pas grand-chose à voir avec le score de l'AfD. Moi, je l'interprète par une expérience tout à fait personnelle à chaque fois que je vais en Allemagne, c'est-à-dire souvent je vais au kiosque à journaux et
j'achète, parce que ça fait partie de mon métier de m'instruire là-dessus, les quelques publications d'extrême droite qui sont vendues en kiosque. Il y a 5-6 ans, quand j'achetais Young Freiheit, qui est le plus intéressant, le meilleur et le moins radical de ces journaux, tout le monde me regardait de travers et la kiosquière me disait « Vous voulez un sac ?» Pour le cacher. Non, mais authentique. Et aujourd'hui, d'abord, le nombre de ces publications a augmenté. Et le tirage aussi. Certaines sont de bonne tenue et ensuite, bon, on je ne vous pas encore dans le métro. Et on ne vous propose plus de sacs pour cacher la publication. Je ne pas encore dans le S-Bahn, ça c'est sûr. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire électoralement? Est-ce que oui ou non, c'est 10%? Ça veut dire qu'il y a une génération, ça veut dire qu'il y a une génération qui est passée. C'est pas une banalisation, c'est peut-être, je crois, un trop-plein d'histoire, un trop-plein de culpabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une génération de jeunes Allemands qui disent bon, ben maintenant, oui, il faut passer à autre chose aussi. Je vous demanderai d'être bref, il nous reste quelques minutes. Jean-Sébastien Ferjou pour conclure. Ce trop-plein, effectivement, de culpabilité, on est tombé dans un piège intellectuel. Mais juste une chose avant de vous préciser ça, il ne faut pas oublier, ça n'est pas abordé dans le film, qu'il y a aussi une branche de Die Linke, le parti d'extrême gauche allemand, enfin, je sais pas, bref, de gauche radicale, qui s'est détaché en allant sur un programme totalement anti-immigré, avec Oscar Lafontaine et Sarah Wagenknecht. Ne parlant pas allemand, je ne sais pas le prononcer. Mais voilà, et qui, eux aussi, donc le sujet, ce n'est pas que l'AfD, le sujet, il est cette préoccupation sur l'immigration, il se développe aussi ailleurs. Il ne vous aura pas échappé, par ailleurs, que la CDU, CSU, on nous a beaucoup répété en France, regardez, les Allemands sont tellement dignes, ils n'ont pas parlé d'immigration de leur campagne, etc. Bon, à l'arrivée, la CDU, CSU, elle n'a pas gagné les élections. Peut-être que ça s'explique aussi par le fait qu'ils aient déserté ces sujets-là. Et la CDU, CSU, c'est la droite. Je parlais d'un piège intellectuel, c'est regarder cette espèce de logique complètement absurde dans laquelle on s'est mise. Par exemple, on nous dit il n'y a pas de lien entre immigration et délinquance. Donc, il n'y a pas de raison d'être raciste, parce que c'est ça, fondamentalement. Le problème, c'est que du jour où vous établissez un lien, moi, à mon avis, il n'y a toujours pas de raison d'être raciste, parce qu'il y a des tas de mécanismes, et puis quoi qu'il en soit, il faut traiter les individus à hauteur d'individus, jamais les essentialiser, considérer que leur origine... Mais ce piège intellectuel-là, il est redoutable, parce que précisément, il entre en résonance avec ce trop-plein de culpabilité, parce que les gens, ils l'ont sous les yeux. Donc, derrière, ils se contentent d'inverser le truc. Ah bon, vous nous disiez qu'il n'y avait pas de lien et donc il n'y avait pas de raison d'être assis. Je vois un lien. Ah ben peut-être qu'il y a une raison. Je vous ai demandé d'être bref. Joachim Bitterlich, il y a, à mon avis, une certaine banalisation de l'extrême droite comme de l'extrême gauche, parce que les jeunes, aujourd'hui, regardent aussi au-delà des frontières de l'Allemagne. Ouais. Ils observent ce qui se passe ailleurs. Bien sûr. Mais ça, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Et de l'autre côté, observez bien les derniers résultats des élections. Depuis 2021, regardez les dernières élections régionales où l'AfD est en baisse. C'est-à-dire, ce n'est pas en voie de disparition, mais ça aura toujours quelque part 5%, autour de 5%. C'est quelque part une normalisation vers la baisse. Résultat à la fin, point d'interrogation. Je ne sais pas faire de pronostic. Et vous, Jean-Louis Bourlange? Non, moi, je crois que ce qui me frappe, c'est quand même la dimension internationale de tous ces mouvements d'extrême droite. Chacun a sa spécificité. Évidemment, quand on parle de l'Allemagne, on regarde ça avec une attention particulière à cause de l'épisode nazi et la tragédie nazie. Mais finalement, c'est un mouvement mondial. Regardez, l'Angleterre n'est pas gouvernée comme elle l'était. Johnson, c'est assez particulier. Le Trumpisme domine la droite américaine. En Italie, même si on a un gouvernement formidable, les deux partis d'extrême droite, Fratelli et la Lega, sont extrêmement puissants. La Pologne est dans une expérience très à droite. En France, on vient de voir que le véritable vainqueur dans l'opposition n'était pas M. Mélenchon, mais plutôt Marine Le Pen. On a partout une sorte de réveil d'un identitarisme plus ou moins xénophobe et que nous avons beaucoup de mal à gérer, à comprendre. Et l'Allemagne n'y échappe pas. Il faut bien intégrer le problème allemand dans un problème général de nos démocraties. Et on s'arrêtera sur ce dézoom. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'émission vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de Public Sénat et bien sûr en replay sur notre site internet publicsénat.fr. À très vite sur Public Sénat.